Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show, le 21e en tout. Merci de nous être fidèles depuis donc 21 numéros. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de Monsieur Saïd Gellal, conseiller du Wali d'Alger, chargé de la Kasbah et du patrimoine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Est également à vos côtés Lakhdar Gers, conseiller du Wali d'Alger. Bonsoir Monsieur Gers. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. J'ai également le plaisir d'être accompagné de mon équipe habituelle, Nassima Abderrahman. Bonsoir Nassima. Bonsoir Nouhed et bonsoir à tous nos invités. Faisal Mattaoui est également autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed. Marhaba. Il y a également Fouad Chergui. Salut Fouad. Bonsoir à tous. Et puis nous avons également avec nous Mahdi Raza. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir à toutes et à tous et merci à nos prestigieux invités d'être avec nous ce soir. Alors au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, Alger la Blanche se modernise. Un chantier titanesque destiné à redéfinir la place d'Alger dans le bassin méditerranéen et surtout le continent africain a été présenté cette semaine. Le Made in Algeria a mis à l'honneur lors de la 32e édition de la foire de la production algérienne. Le carrefour de toute la production représente la fierté de l'économie nationale. Nous parlerons également de ce qui s'est passé en Allemagne. Le marché de Noël de Magdebourg au nord de Berlin, cible d'un attentat terroriste hier vendredi, un attentat timidement relayé par les médias mainstream et nous irons également sur Mars où l'on retrouvera des sites archéologiques algériens. Alors pour commencer, le plan donc de modernisation de la capitale a été présenté cette semaine. Ce méga chantier prévoit des changements spectaculaires qui devraient redéfinir la place d'Alger la Blanche dans le bassin méditerranéen, mais aussi surtout le continent africain. Pour en parler ce soir donc de ce méga chantier, je le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Lakhdar Gers et Monsieur Saïd Gellal. Pour commencer, Faisal, je commence avec vous. Cette vision d'Alger comprend plusieurs plans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 4 plans? Oui, effectivement, il s'agit d'un plan de développement et de modernisation d'Alger. L'Alger est une ville très ancienne, n'est-ce pas, messieurs? Presque 28 siècles au moins depuis sa création par les Phéniciens. Donc c'est le plan, effectivement, présenté au président de la République au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, est très prometteur, très futuriste, parce qu'il y a déjà le plan blanc, qui s'intéresse au bâti, parce que le cadre bâti est très important et Alger est connu par être la ville blanche, le Jazair Medina al-Baïda. Il y a aussi un plan vert, parce qu'il est important, toutes les villes, toutes les métropoles actuellement s'intéressent aux aspects verts, aux jardins publics, à l'écologie, au respect de l'écologie. Il y a un plan bleu, et il est important, pourquoi? Parce qu'il est souvent dit qu'Alger est une ville qui tourne son dos à la mer, souvent. Or, c'est une ville, Alger possède peut-être la plus belle baie du monde. Et donc, il était temps que la ville redécouvre, se réoriente vers la mer. Ce plan porte cette question. Et il y a aussi un autre aspect qui est très important pour une ville comme Alger. Actuellement, il y a presque 5 millions d'habitants, ou un peu plus. C'est le plan jaune qui s'intéresse à la circulation. Parce que pendant longtemps, beaucoup d'experts avaient appelé pour qu'il y ait un plan de circulation à Alger, et les citoyens qui le suivent savent très bien que parfois il y a des bouchons, il y a des difficultés de se déplacer vers l'est ou vers l'ouest, et donc ce plan prend en charge la circulation, c'est-à-dire le bâtiment, les aspects verts et écologiques, l'aspect mer et bien sûr tourisme, et également l'aspect circulation, ce qui fait que c'est un plan vraiment cohérent. Monsieur Lakhdar Gers, je me tourne vers vous. Ces 4 plans ont été mûrement réfléchis justement pour pouvoir donner à Alger cette nouvelle image finalement. Merci à vous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la République qui nous a donné l'occasion de lui présenter la vision de développement et de modernisation de la capitale. Donc, cette vision, elle comporte 4 plans qui sont liés en réalité pour des raisons pratiques. On a divisé les 4 plans. Donc, il y a le plan blanc qui traite de tout ce qui est réhabilitation du bâti, y compris la Kasbah antique, donc que M. Gellal se fera le plaisir de développer avec vous. Il y a le plan bleu, donc avec l'objectif
de rétablir la liaison ombilicale qu'il y avait entre la ville et la mer, le plan jaune qui traite de la mobilité et des déplacements, et le plan vert pour restaurer les équilibres écologiques. En offrant donc des espaces plus sains pour les Algérois. Pour les Algérois. Donc pour ce qui est du plan bleu, donc, qui traite de toute la baie d'Alger, donc de Ain Benian jusqu'à Tamentfoust, donc on a des projets qui ont déjà été réalisés et livrés, et d'autres qui sont en cours, et des projets qu'on va lancer incessamment. Donc je peux citer au niveau de Bab el-Oued, donc entre le stade Farhani et l'Amirauté, donc Kassor et le boulevard Mira. Donc on a réalisé d'abord des protections maritimes pour éviter donc les franchissements qu'il y avait. On a gagné des espaces sur la mer, donc plus de 16 hectares. Donc on a aménagé en espace de détente et de loisirs et de sport. C'est là où il y a le bastion 23. Là, jusqu'au bastion, au-delà du bastion 23. C'est la limite. Voilà. En plus de l'aménagement du boulevard Mira et de la place Kétani. En allant au-delà, on arrive à la Casbah. Donc on a le projet de liaison de la base Casbah en passant par Serchouada, la place des Martyrs. On y accède, aux voûtes qui sont sous la place des Martyrs. Peu de gens connaissent ces voûtes qui vont être ouvertes au public dès qu'on achève les aménagements. On a d'abord commencé par traiter les infiltrations qu'il y avait. Donc cette phase est achevée. À partir des voûtes, donc on a les centres commerciaux qu'on a aménagés et achevés. Ensuite, on a le projet qu'on a lancé ces derniers mois, qui consiste à réaliser donc une grande esplanade qui fait 16 000 m², donc qui va permettre de relier le boulevard Che Guevara à la pêcherie. Et au niveau de la pêcherie, justement, donc on a aménagé une promenade au niveau des quais de la pêcherie, et c'est une promenade qui est ouverte au public et qui connaît un afflux de la population important. Les gens viennent en famille prendre de l'air et respirer un air sain. Un peu plus bas, donc on a une percée pour Saïd, de la place pour Saïd. Donc on est en train d'aménager la placette là où il y avait l'ancien parking, qui va être relié par une passerelle au port justement, avec la perspective d'en faire un port de plaisance et de loisirs. Un peu plus bas, donc on a la liaison qu'on a faite entre le boulevard Zéro Youssef et le parking, la terrasse du parking Bonta. Ouais. On va livrer incessamment. Donc, et dans le même esprit, donc on a la percée de Tafoura, donc grande poste Tafoura, avec une esplanade qui va donner aussi sur les quais du port d'Alger. La passerelle, j'allais dire la promenade des Sablettes, donc les travaux sont pratiquement en voie d'achèvement et qui connaît... D'ailleurs, il reste un tronçon, tous les petits tronçons pour la finalisation de ce projet. Il reste quelques petits travaux d'aménagement en surface. Même au niveau des Sablettes, on a pratiquement gagné 60 hectares sur la mer, donc, qui ont été aménagés. On a prévu de réaliser donc, une passerelle au niveau de l'embouchure de Oued Harrach pour relier les deux berges, là où il y a les piscines. Et on a des travaux qui sont déjà lancés entre l'embouchure de Oued Harrach et Tamentfoust, donc sur 14,5 km. 9 km sont en cours et le reste il va être lancé dès qu'on a donc, les inscriptions pour le nouveau programme. Sans oublier donc la dépollution et l'aménagement des différents oued comme Oued El Harrach qui est pratiquement achevé, Oued El Hamiz qui est en cours
et Oued El Ghaya qu'on va lancer dans le cadre de notre programme. Avec les espaces verts aussi. Donc il y a les espaces verts, donc j'arrive au plan vert. Donc outre le parc zoologique, donc qui connaît aussi des travaux qui sont en cours. Donc on veut en faire un parc safari. De Ben Aknoun. Ben Aknoun, Oui. donc un parc safari où les animaux vont être en semi-liberté. C'est les visiteurs qui vont être dans un tunnel. Ah. Donc, C'est bien, pour une fois, ça change. Bien sûr, Voilà. ça change, ouais. ça change un peu. On va Voilà. nous enfermer. Donc, plus la réhabilitation de la voie ferrée sur 6 km et différents travaux d'aménagement, Rien Il y a- n'est négligé, tout est pris en compte. tout est pris en compte. On a bien maturé notre dossier. Donc, il y a aussi le parc Dounia, le Grand Vent. Dunia, Oui. oui. Les tétans aussi. Donc, il y a la partie nord qui est déjà aménagée, là où il y a le lac. D'ailleurs, C'est-à-dire qu'il il est y en a état plusieurs d'avancement, activités hein. sportives. Il y a de la voile, il y a de... Et l'aquarium, dans le même esprit aussi. Les Oui, gens sont on dans va un y tunnel. arriver justement à l'aquarium. L'aquarium, je vais y arriver parce que Monsieur le Président, il porte un intérêt Voilà, particulier. justement, c'est quelque Donc, chose de bien précis. De Voilà. vraiment nouveau pour Alger. Alors, on en entend beaucoup parler. Voilà, Beaucoup, de bien précis. Donc le parc Dounia, donc la partie sud aussi sur 197 hectares, on a déjà lancé des travaux pour l'aménagement. Il n'y a pas de construction, c'est surtout des plantations, Aménagement. Donc, grosso modo, pour les trois plans, pour le plan jaune, donc qui traite de la mobilité et des déplacements, à l'instar de toutes les grandes villes, donc Alger connaît des problèmes de congestion. Donc, pour prendre en charge cet aspect, pour essayer de répondre à cette problématique, on s'attaque à trois aspects en même temps. Donc le parachèvement, le macro-maillage du réseau routier, donc avec les réalisations comme la pénétrante Sidi Abdallah, les élargissements de l'autoroute de l'Est, Sidi Mbark, la pénétrante de Sidi Mbark qui va arriver jusqu'à la RN1. Les Donc, grands vents aussi. Voilà, les grands voies, donc il y a beaucoup de projets. Le deuxième aspect, c'est la mise en place d'un système de régulation du trafic par un système intelligent de feux tricolores. Donc on est en train de finaliser avec un établissement public donc pour lancer l'équipement de 260 carrefours. Et à terme, on va couvrir pratiquement la totalité de la wilaya. D'ailleurs, on a déjà réalisé 3 ans de tests au niveau de Hassiba Mbouaï et Mohamed Ouzdad, la Grande Poste et Port Saïd. Donc les feux sont fonctionnels. Donc c'est des zones de test pour lancer le projet proprement dit. En ce qui concerne donc l'aquarium. On va y revenir si vous le voulez Ok, bien. Attendez juste quelques instants. Le temps de me tourner vers vous, Mahdi Rzar. Alger, donc avec tous ces changements que vient donc d'évoquer Monsieur Gers, Alger doit donc sur le long terme être une capitale leader au niveau du bassin méditerranéen, mais aussi sur le continent africain. Écoutez, Alger la Blanche doit redevenir Alger la Belle et Alger la Blanche, tout simplement. Alger est à la porte de beaucoup d'horizons géostratégiques et elle doit récupérer le rayonnement qu'elle a toujours eu. L'étude a été très bien faite, justement, qui donne une grande importance au développement de notre capitale et aussi de notre pays. Je suis content d'avoir un wali qui justement, le wali d'Alger en l'occurrence, qui a un ordre de marche qui est, on va dire, plus haut que la normale. Ça veut dire que maintenant, on a des chantiers qui font du 3x8, ce qui est très important de nos jours pour accélérer justement le processus de remise de chantier. À l'époque, nous étions habitués, il y a de ça quelques années, à avoir des chantiers qui étaient pour 6 mois et qui restaient 2 ans. Et bien maintenant qu'on a des chantiers de 6 mois, au bout de 4 mois et demi, on a la bonne surprise qu'ils soient justement livrés. En l'occurrence, par exemple, juste le dernier chantier de la Trémie en dessous du pont de la côte, où il y a eu pratiquement 2 mois d'avance de remise de chantier. Donc la nouvelle Algérie, le Djezza El Jadida, c'est ça. C'est justement des gros projets où on met les moyens financiers, les moyens humains et surtout la volonté politique d'avancer à grands pas. Lors de cette visite du président de la République au Palais de la Culture, où il y a eu justement la démonstration de ce projet, il y a eu aussi des mots forts du président. En l'occurrence, ok, Alger,
c'est très bien pour commencer, mais Alger n'est pas l'Algérie. Alger est la capitale de l'Algérie, mais Alger n'est pas l'Algérie. Il a insisté pour que ce projet soit en quelque sorte téléporté à toutes les wilayas et à toutes les régions du pays, que ça soit à Constantine, il l'a bien précisé, dans le sud, dans l'Oranie, dans l'Est, au milieu du pays. Il faut qu'aucune ville d'Algérie et aucune wilaya ne soit négligée. L'Algérie est riche par son territoire, est riche par ses hommes, et justement ces projets-là, ces projets novateurs, où nous avons des walis maintenant qui ont les capacités et les moyens de leur politique, ont le potentiel de finir des projets et des projets pharaoniques. Parce que la nouvelle baie d'Alger, le nouveau front de mer d'Alger, c'est un projet pharaonique. C'est une nouvelle Algérie qui se développe par rapport à son architecture. Là aussi, quelque chose d'important, c'est que nous gardons, malgré que ce soit des projets modernes, nous gardons l'authenticité de la capitale algérienne. Et c'est le cachet, l'identité de notre pays et de nos valeurs et de nos principes. Et ça, c'est très important. Nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous continuons à allier modernité à l'histoire. Et ça, c'est très important. Justement, Mehdi, en parlant de ce type de lieu, de ces lieux incontournables donc, de la capitale, on pense notamment à la Casbah. Et je me tourne vers vous, Monsieur Saïd Guellal. L'âme et le socle de la capitale, pour reprendre les termes utilisés par le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Donc la Casbah ne sera pas laissée pour compte. Elle bénéficiera, elle aussi, d'une réhabilitation, d'une restauration. En fait, la Casbah... On a déjà commencé à la restauration, la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde. Hein. Le plan a été approuvé depuis 2012 et l'opération a été enclenchée. Les financements nécessaires ont été mis en place et transférés à la wilaya depuis 2017. On voit quelques projets qui ont été réceptionnés à la Casbah. Je cite à titre d'exemple la maison Bahered d'Arbesh Tarzi, où il y a des d'activités musicales et d'artisanat qui vont venir. Dans le Baroud aussi. Dans le Baroud et la mosquée du Dey, au niveau de la citadelle, c'est deux lieux qui sont ouverts maintenant aux touristes. Hein. Ils accueillent un nombre important. Hein. Et au courant de l'année 2025, on va réceptionner le palais des Bey et le palais du Dey. Ils vont être restaurés. C'est des lieux incontournables qui sont très attendus des Algérois. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'y rendre, j'en fais partie d'ailleurs. Et depuis le temps, on attend toujours avant la fin du mois de juin, on va réceptionner ces deux palais. C'est très bien. 2025. 2025. Dans le Baroud, c'est la poudrière. Hein. La poudrière, oui. C'est la poudrière. C'est la poudrière. Et la mosquée El-Barrani aussi. La mosquée El-Barrani, on a réouvert la mosquée pour la prière, pour les fidèles, depuis le mois de Carême. Et on termine les travaux des deux douirettes adjacentes au palais. On les termine. Et on vient d'entamer d'autres palais. Hein. Ahmed Pacha, qui va devenir le musée du Théâtre National. Le palais Khdaouj El Amia, qui est le musée national des arts et traditions populaires. On vient de commencer les travaux de restauration. Palais Hassan Pacha ou Ahmed Pacha? Ahmed Pacha. Ahmed Pacha, oui. Hassan Pacha, il est en cours pour moi. D'accord, voilà. Très bien. Ahmed Pacha à la base Casbah, juste à côté. Dar el-Hamra aussi, elle est en cours de restauration. Et la citadelle et les travaux sont achevés. Il y a deux parties. En fait, la citadelle, c'est un complexe palatial. Oui, parce que j'ai eu la chance quand même d'y pénétrer pendant le chantier. 1,5 hectare, un hectare et demi. Donc, ce qu'il y avait comme étude achevée, on a terminé les travaux au niveau de la poudrière et de la mosquée du Dey. Le palais du Dey, le palais des Bey, on va les réceptionner avant le mois de juin 2025. Et le reste, on est en train de faire les études nécessaires parce qu'il y a 7 autres espaces, notamment la mosquée des Janissaires, les casemates, l'ancien jardin des autruches. Là, c'est tout un programme. Hein. On a réceptionné 7 projets, 14 projets en cours. Et on va lancer 8 projets, notamment le palais Dar Sof, le palais Dar Sadaqa, qu'on va les entamer. La décision monsieur, si vous permettez, la décision du président Tebboune d'acquérir, ça va faciliter j'y arrive. C'est la ça, préservation. Oui. Voilà.
En fait, la Casbah qui s'étale sur 105 hectares, le secteur sauvegardé, 105 hectares, 1816 bâtisses. Quand même. C'est un gros chantier. Gros chantier. 85, c'est ça le problème, c'était juridique. Ma conviction personnelle, c'est clair. Si on ne règle pas le problème l'aspect juridique de propriété, on ne va rien faire. Oui. Les textes sont là. Parce que les gens refusent de quitter leur maison. Ils vont rester dans la Casbah. Plus profond que ça. C'est plus profond que ça. 85%, c'est propriété privée. Sur les 85%, 35% de propriétaires inconnus. C'est le cadastre. On est resté 12 ans pour faire le balayage. Recenser le cadastre au travail jusqu'à 2010. On se retrouve avec 35% des 85% propriétés privées, propriétaires inconnus. Le problème, il est là. En plus de ça, moins de 10% des propriétaires qui y habitent. Le reste, c'est des bâtisses squattées, c'est des locataires, entre guillemets, des indus occupants. Oui, c'est ça le problème. Donc, on ne pouvait pas. Et les textes sont là, la loi 98-04, on ne peut pas intervenir directement sur le budget d'État sans la participation des propriétaires. D'autant plus qu'il y a certains propriétaires quand même qui ont restauré à leur manière en intégrant des matériaux très modernes, du béton, de la faïence, etc., qui dénaturent complètement l'originalité et l'histoire du bâtiment en question. Maintenant, il y a la loi 98-04, il y a les textes d'application qui sont venus en 2003, 2005, 2008, qui exigent que l'architecte qui intervient soit agréé par le ministère de la Culture. Donc, c'est des architectes du patrimoine. Donc, c'est plus profond. Et la décision de M. le Président de la République de franchir cette étape et de passer à l'acquisition. C'est prévu dans la loi. C'est de négocier. La volonté politique est là. La volonté politique est là. Elle est bien affichée. Elle est affichée. Et monsieur, sauf votre respect, c'est ce qui a fait accélérer la procédure justement de réhabilitation de la Casbah. On est bien d'accord? Non, surtout le travail juridique. On va commencer. Ça veut dire que l'État va acheter. Quand on aura l'ancrage juridique, donc l'orientation de M. le Président de la République, c'est de dire d'acquérir. Maintenant, il y a deux, donc soit à l'amiable, ou passer par l'expropriation pour l'utilité publique. Parce que même pour M. Goulal, il a cité les 10%, des 35%, où les... Des indus occupants? Pas les indus occupants, où les propriétaires sont inconnus. Ça ne pose pas de problème. Une fois on a l'outil juridique, parce qu'on peut consigner les fonds, et le jour où les propriétaires se font connaître, ils peuvent récupérer leur dû. En fait, une fois le juridique est là et posé, on peut prendre possession et réhabiliter, restaurer les biens. Oui, pour la préservation du patrimoine historique. C'est clair. Exactement. C'est clair. Aussi, je voulais citer un exemple des héritiers. On est en négociation avec des propriétaires d'une maison au niveau de la Casbah. C'est la maison Talib Abdelrahman. Shahid Talib Abdelrahman, c'est une bâtisse. Les héritiers, ils sont d'accord pour vendre leurs biens à la wilaya. On a réservé les financements nécessaires. On a fait la procédure réglementaire et administrative auprès de l'Assemblée populaire de wilaya pour acquérir ce bien. Malheureusement, c'est cette freda qui prend du temps. On est presque une année et demie. Alhamdoulilah, la semaine prochaine, ils vont nous ramener leur freda et tout ça pour accélérer le processus. En parallèle, on a lancé les études pour entamer les travaux. Parmi les 8 projets qu'on va les lancer, c'est le musée Talib Abdelrahman. Mais est-ce que la préservation du patrimoine, parce que les architectes du patrimoine posent toujours cette question, est-ce qu'on doit garder le plan à préserver, à conserver? Parce qu'il faut noter que la Casbah a été classée par l'UNESCO, la liste du patrimoine matériel de l'humanité 92, classée au patrimoine national en 91. Certains architectes pensent qu'il faut laisser les gens à l'intérieur, mais en réhabilitant, d'autres disent qu'ils non, il faut vider, il faut en faire un centre historique. Une sorte de musée en C'est un débat, oui. C'est un débat très profond. La Casbah a été classée
avec son âme. Ce n'est pas uniquement l'histoire, ce n'est pas uniquement le bâti, avec la population. La population. Il y a un vécu, il y a... Oui, tout ça, c'est des traditions, le patrimoine matériel et immatériel aussi. Le chabé, c'est la musique, la cuisine. La cuisine et tout ça. Et puis c'est une occasion de réhabiliter tous les métiers d'artisanat autour de cette Casbah qui raconte une histoire, l'histoire de l'Algérie, des ancêtres, qui véhicule une grande culture qui peut être... On est entièrement d'accord avec vous, madame. Et je vais dire aussi qu'il y a l'effet de contamination positive. C'est on fait quelque chose, une action forte au niveau de la Casbah. Ça se passe en ce qu'on a fait au niveau du circuit touristique, au niveau de Sidi Ramadan, la rue de la Casbah. Donc ces artisans et ces restaurateurs viennent se greffer à l'action forte. On a, avec les épiques de Wilaya, on a réhabilité tout ce qui est pavage, façade et tout ça, dans un circuit bien déterminé. Et c'est des artisans qui sont venus s'installer dans le circuit. Il y a une action. Et en parallèle, on est en étroite collaboration avec les services du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. On va ouvrir incessamment une galerie d'artisanat au niveau de la Casbah, à la basse Casbah, au niveau de la maison Bachtarsi. Très bien, merci Monsieur Guelal. Je reviens vers vous, Monsieur Guers, très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour cette séquence. Un des projets les plus fascinants de ce plan de modernisation, on le disait tout à l'heure, c'est l'aquarium, le gigantesque aquarium auquel tient tant le président de la République. Donc, conformément aux instructions qu'on a reçues, donc on va lancer un appel d'offres pour réaliser un aquarium qui soit digne d'Alger. Donc, ça va être un grand aquarium. Donc, c'est un projet bien compliqué. Donc, on va lancer un appel d'offres. On va faire les études pour voir où. Donc, on va peut-être le positionner au niveau des sablettes. Je pensais déjà où il sera. Voilà. Au niveau des sablettes. Pour ce qui est de l'aquarium, tout à l'heure, j'avais cité le troisième point qui relève du problème de mobilité. Donc, il y avait aussi le troisième aspect pour développer le transport de masse des voyageurs. Donc, outre le métro et ses extensions qui sont en cours, ou le tramway, donc nous, on a fait une réflexion pour la réalisation d'un monorail. Très bien. C'est pratiquement... Magnifique. Un métro aérien, vous avez vu les images, je pense. Donc, on va lancer les études pour maturer ce projet et étudier sa faisabilité. Donc, il va permettre de soulager le citoyen. Le citoyen algérien. Donc, on a 2 lignes du Palais des Expositions jusqu'à Sidi Abdallah et la deuxième ligne de Ouadsmar jusqu'à Birtouta. Les 2 lignes passent par la côte au niveau de la gare multimodale Bir Morad Raïs. Très bien, voilà. merci. Et pour une belle vie. Très bien, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Lakhdar Guers. Je rappelle que vous êtes conseiller du Wali d'Alger. Merci d'avoir été avec nous. Vous faites un excellent travail. Émission. Merci à vous aussi, Monsieur Saïd Guelal, également le conseiller du Wali d'Alger, chargé de la Casbah et du patrimoine. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Merci à vous. On revient dans quelques instants. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission, on se consacre maintenant au Made in Algeria et à sa promotion à travers donc la 32e édition du Salon de la production nationale. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Wahid Karrar, vice-président du CREA, donc le Conseil du renouveau économique algérien et directeur général de Biofarm. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'offrir cette tribune pour parler des entreprises algériennes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mahdi, le Made in Algeria, plus que jamais mis à l'honneur. Écoutez, le Make Algeria Great Again est en plein essor. Qui aurait cru il y a seulement 5 ans, avant 2019, que le salon de la production nationale aurait été aussi suivi et apprécié. Et je parle sous votre responsabilité, Monsieur le Vice-président. Personne. Pourquoi? Car avant l'élection de notre président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, l'économie nationale était principalement axée
pratiquement exclusivement sur l'importation pure. Donc, qui dit importation pure, ça veut dire que ça engrange ses fléaux. Ces fléaux, c'est la surfacturation et ainsi de suite. Et que ça ne fait travailler qu'environ, on va dire, une petite partie de la population, en l'occurrence l'importateur, le transitaire et stop. Qui en paye les conséquences de ça? C'est la population où tout est beaucoup plus cher. La limitation de l'importation a fait quoi? A fait retrousser les manches à nos compatriotes algériennes et algériens qui maintenant produisent localement. Quand on produit localement, eh ben, on obtient notre autosuffisance alimentaire, notre autosuffisance de production, ce qui nous permet de faire des économies considérables pour tout ce qui est réserve de change. Nous avons un pays maintenant, en 2024, alhamdoulilah, qui est un pays qui est en plein boom industriel. Et c'est très important de le dire. Des usines sont construites partout sur le territoire national, sur les 58 wilayas. Nous voyons au fur et à mesure des kilomètres parcourus des usines qui commencent à produire et à créer justement cette autosuffisance. Elle n'est pas qu'alimentaire d'ailleurs, sur beaucoup de domaines, sur le domaine pharmaceutique, sur le domaine de l'ameublement, sur le domaine de l'automobile. J'ai même vu des ambulances qui étaient complètement produites en Algérie, donc c'est déjà exceptionnel. À l'époque, vous vous rappelez les ambulances qu'on ramenait toutes près de l'étranger et qu'on payait à tarif plein. Le matériel militaire, les véhicules de notre armée nationale populaire qui est également fabriqué en Algérie. Et on a plein de domaines justement où maintenant nous arrivons à produire et à satisfaire la demande locale. Maintenant, pour chaque entreprise locale, on a une sorte de business plan qui prévoit dans ce domaine-là d'exporter. Donc, on ambitionne justement de changer notre économie qui était à l'origine une économie, à l'époque, une économie que d'importation, ou principalement, quasi principalement que d'importation, à une économie d'exportation. Et ça fait du bien à entendre, ça fait du bien à voir, ça fait du bien de savoir que tout est fait chez nous. Nous n'avons besoin de personne. Honnêtement, le salon de cette année, le salon national de la production, a été un succès et continue à être un succès. Et je parle encore une fois sur votre responsabilité parce que les gens sont attirés par travailler chez eux par leurs propres moyens. Nous avons des ambitions qui sont fortes et surtout nous avons le suivi et l'appui de le président de la République et à travers lui des institutions, toutes les institutions financières, économiques, de l'habitat, enfin avec les terrains qui sont octroyés pour les productions d'usines et enfin pour la création d'usines. Et ça, c'est toute une économie qui commence à se mettre en place pour être un État totalement souverain. Samir Hadi nous a rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Bonsoir Sami. Bonsoir Nourad. Alors Sami, le salon de la production nationale est devenu un rendez-vous incontournable, notamment depuis 2019. Rendez-vous incontournable et le moins que l'on puisse dire. Ce salon, qui est la 32e édition, se déroule du 19 au 29 décembre prochain. Et il s'inscrit aussi dans cette vision stratégique et dans cette politique ambitieuse qui a été mise en place par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, depuis son accession à la magistrature suprême, effectivement, en 2019. Et on a pu observer qu'après 2019, les choses ont structurellement changé. On passe d'une économie qui était orientée que sur les importations à une économie qui se base maintenant sur la production nationale, puis sur les exportations. Il convient de signaler que les plus hautes autorités du pays, à leur tête le chef de l'État, ont très rapidement compris que l'agriculture était finalement cette filière pourvoyeuse de richesses et créatrice d'emplois. Et pour cela, un plan important a été mis en place de 200 milliards de dinars sur plusieurs années et qui est aussi un ensemble de mesures facilitatrices, si je puis dire, qui ont permis par exemple d'augmenter la subvention pour les engrais qui sont passés respectivement de 20 à 50%. Et tout cela a rapidement porté ses fruits parce qu'il convient de signaler qu'en ce qui concerne la production de blé dur, notre pays est quasiment cette année à 80% des besoins nationaux. Et en termes de production agricole, cette dernière, elle est quand même passée de 4 550 milliards en 2022, alors qu'elle n'était que de 3 550 milliards en 2021. On voit là un boom assez conséquent. Et il est aussi intéressant de dire que
plusieurs orientations du chef de l'État ont suivi aussi la création d'un poste ministériel dédié à ça, c'est-à-dire au commerce extérieur et, somme toute, à la production, enfin aux exportations. Donc, ce poste est actuellement occupé par Mohamed Boukhalifa, pardon. Et effectivement, il y a le CREA aussi qui joue un rôle assez stratégique. Une réunion d'ailleurs a été organisée, c'est enfin une rencontre avec le chef de l'État et le premier responsable, M. Moulin aussi, et le ministre concerné pour dessiner la stratégie et aussi les orientations pour ces perspectives pour l'année 2025. Très rapidement aussi, il faut saluer aussi le rôle joué par l'armée nationale populaire et les visiteurs, les Algériens et les Algériennes qui se sont rendus massivement à la SAFEX ont pu découvrir le haut niveau atteint de compétences atteint en termes de production par les éléments de l'armée nationale populaire. Cette production qui a été même qualifiée par le président Tebboune de modèle pour l'industrie nationale. De locomotives aussi. De locomotives aussi. Parce que l'industrie militaire, effectivement, fait partie Mahdi parlait de la souveraineté d'un État souverain, ça fait partie de l'État souverain. L'armée nationale populaire contribue aussi à l'action économique, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui... On a vu aussi des modèles, comme on l'a vu à l'écran tout à l'heure. C'est aussi un acte, ça veut dire que l'industrie militaire a beaucoup avancé avec l'autre aspect de l'industrie. Je voulais donner quelques chiffres pour aller dans le sens de Mahdi. Le ministre en charge du commerce intérieur et de la régulation du marché national, M. Zeytouni Tayeb, a donné le chiffre des entreprises en Algérie actuellement. C'est quand même un chiffre assez important. 1,6 million d'entreprises de production et de services sont enregistrées au niveau du registre national du commerce. Il y a près de 187 000 opérateurs économiques, dont 1800 exportateurs. C'est un chiffre très important pour l'économie. Et le président Abdelmajid Tebboune, dans ses déclarations, il a déclaré que la politique menée par l'État ces dernières années a permis quand même de réduire presque la facture des importations de 40%. Ouais. Il a dit par de l'importation qui était à tout bas, l'import-import, et qui a beaucoup asphyxié l'économie nationale. Il y avait beaucoup de produits nationaux qui n'étaient pas apparents. C'est des produits de qualité, absolument. La SABA, c'était ça, Faisal. La SABA, c'était envoyé... excuse-moi de te couper, Faisal, c'était acheter à outrance tout ce qui était possible et inimaginable pour surfacturer, pour vider les caisses, et vous m'arrêtez si je me trompe, hein, c'est pour vider les caisses de l'État, vider les caisses des réserves de change, blanchir leur argent et les envoyer dans des pays européens. Et c'était ça la SABA. Et lutter contre ça de cette façon-là, en faisant de la production locale, c'est le meilleur moyen de stopper net à toute la mafia financière qu'il y avait lieu. Et je reprends également Samy, le ministre c'est M. Boukhali, pas M. Boukhalifa, on s'excuse auprès de lui, M. le ministre. Ce qui est très important, c'est qu'on a un consortium de personnes qui sont en train de faciliter l'industrie algérienne, l'industrie locale algérienne. Ouais. Et pour moi, et j'en prends la responsabilité, le meilleur moyen de lutter contre cette mafia financière, c'est justement de tout produire nationalement. C'est ça la meilleure méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. Justement, Wahid Karrar, je me tourne vers M. Wahid Karrar. Vous rejoignez Mahdi Ghazar. Il est important aujourd'hui de produire voilà, localement, pardon, de soutenir la production nationale. Vous, en tant qu'opérateur économique dans un secteur bien défini et très important? Aujourd'hui, l'orientation économique, elle est claire. Elle est claire d'abord dans le programme de M. le Président de la République, dans le premier, dans le second. Et elle est claire parce qu'il y a une certaine concordance entre les paroles et les actes. Ça, c'est très important. Exactement. Aujourd'hui, clairement, l'Algérie ne limite pas les importations, l'Algérie régule les importations au profit de la production locale. Aujourd'hui, les champions du libéralisme protègent le marché. Pourquoi nous ne le ferions pas? Donc ça, c'est important. La production nationale. Et je vais vous donner un exemple simple où il y a eu un seul secteur où il y a eu une protection depuis 2008. C'est le secteur du médicament, où il y avait l'importation qui était arrêté au profit de la production locale. Vous voyez aujourd'hui le résultat, après quelques années, nous couvrons 70% des besoins. Nous avons pu faire face d'une manière organisée à la pandémie Covid-19
Et le téléspectateur n'a qu'à se comparer à d'autres pays en développement similaire comme nous. Et réellement, nous avons trouvé une résilience vraiment insoupçonnée, donc chaque Algérien devrait être fier. Ceci, je pense qu'il faut le mettre aussi sous l'emprise de l'environnement international. Il y a une étude récente de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie qui est quand même, on devrait tirer la fierté de cette étude et de ce virage qu'a pris l'économie algérienne. Le PIB non extractif de l'année 2023, la croissance du PIB était de 3,7%. Les 6 premiers mois de 2024, elle a été soutenue à 6,9%. Et cette croissance est tirée non seulement par le secteur des hydrocarbures, mais par le secteur industriel et le secteur agricole. Vous avez l'inflation qui était en 2022 et 2023 de 9,7%, je crois, qui est tombée de plus de moitié à 4,3%. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le passé. Je rappelle aussi que la Banque mondiale, dans ses rapports dans les années qui ont passé, n'a jamais été tendre avec l'Algérie. Ouais. Ça veut dire que c'est des chiffres qui sont là et que personne ne peut remettre en cause. Et il faut rappeler aussi que tout cela, toute cette croissance, ces performances de cette croissance sont faites dans un contexte d'une économie mondiale qui n'a pas totalement résorbé les séquelles de la pandémie et avec les tensions géostratégiques que tout le monde connaît. Nous pensons réellement au CREA que l'Algérie a le potentiel et peut ambitionner à des taux de croissance encore plus élevés les prochaines années. Et justement, ce potentiel, nous devons vraiment le fédérer pour faire face à l'immense enjeu et l'immense défi qui est la diversification de notre économie et la sortie définitive de cette dépendance aux hydrocarbures. Nous en avons les moyens. Nous avons parlé d'exportation hors hydrocarbures. Oui. Je pense que le citoyen algérien, en rentrant aujourd'hui dans la supérette, voit réellement la différence. Pratiquement tous les produits sont d'origine algérienne. La qualité, elle est d'année en année, elle est en train de s'améliorer. Ça se voit et elle va continuer à s'améliorer. L'idée, si vous voulez, c'est de réserver le marché aux entreprises locales qui emploient, qui créent de la richesse localement. On sait tous, dans quelques années, dans une décade, je ne sais quoi, le marché va s'ouvrir. L'idée, c'est que pendant cette période, il y a une concurrence interne entre les entreprises algériennes et le niveau de qualité va progressivement augmenter. Et ce qui fait qu'à l'ouverture du marché, les entreprises algériennes pourront faire face à la concurrence extérieure. Elles seront compétitives. Exactement, elles seront compétitives et pourront faire face à la compétition extérieure. Et justement, M. Karrar, qu'en est-il de l'accompagnement des opérateurs dans leur conquête des marchés étrangers? Nous avons organisé un forum donc, avec une large consultation et nous avons proposé une trentaine de recommandations avec un objectif d'atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2030. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est bien bâti sur une économie qui est là, sur des entreprises dont le potentiel export est là. Et je salue aussi la décision de M. le Président de la République de réviser les accords avec l'Union européenne et d'en mettre le calendrier pour 2025. Je pense que l'Algérie pourra tirer dans cette nouvelle révision des accords profit, surtout au décours de la pandémie et au décours de la redistribution des cartes. Oui, mais le marché, est-ce que pour les opérateurs algériens, le marché africain est une cible prioritaire? Parce que lors de la visite du président sud-africain en Algérie, on a parlé de la zone de libre-échange et même l'orientation de l'État algérien à travers le président Abdelmadjid Tebboune, c'est de s'intéresser aussi au marché africain. Est-ce qu'il y a des visions par rapport à ça, des projections? Bien sûr, vous savez qu'un quart de la population mondiale sera africaine en 2050. C'est vrai.
Le PIB d'ici 2030, je crois, va être multiplié par 2,5 au niveau africain. Donc l'Afrique est un marché naturel pour l'Algérie et je ne voudrais pas qu'on se limite à l'Afrique parce qu'il y a un contexte géostratégique qui fait que dans certains secteurs, l'Algérie a un très fort potentiel d'exporter en Europe. Et donc aujourd'hui, l'Europe est en train de chercher des sources d'approvisionnement proches dans le cadre du nearshoring, dans le cadre des objectifs de décarbonation. Nous sommes très proches de l'Europe, nous sommes un immense pays, nous avons une population jeune et éduquée, nous avons un tissu industriel qui est bien établi. Dans le secteur qui est le mien, je suis certain, dans le médicament, dans une année ou deux maximum, nos produits commenceront à être enregistrés en Europe. Et certains ont commencé, disons, la démarche d'enregistrement. Et une communauté algérienne à l'étranger, principalement en France, qui est très nombreuse, qui s'organise de plus en plus. Vous avez, de plus en plus de rencontres qui se font autour des développements économiques sur l'Algérie. Et comment est-ce que le CREA travaille avec ces groupements de chefs d'entreprise ou de futurs chefs d'entreprise? Je sais que vous voulez créer 20 000 entreprises en Algérie, donc 30 milliards de chiffre d'affaires en 2030, mais 20 000 entreprises en Algérie. Comment ces passerelles, elles se construisent avec le CREA? Nous aimons aussi la conjugaison au passé. Il y a une création de 10 000 entreprises. Donc ça, c'est bien parce que c'est réel, c'est concret et c'est des postes d'emploi qui ont été créés. Il y a des échanges déjà. Voilà. Et j'espère des richesses de plus en plus importantes qui vont être créées en Algérie. Finalement, oui, pardon, M. Kérard. Donc finalement, aujourd'hui, on peut prétendre à dire que la production nationale, elle est entre fierté et engagement. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, disons la vision du chef d'entreprise et de l'entreprise algérienne, comme l'avaient les Algériens, a changé. Aujourd'hui, l'entreprise reste le seul lieu de création de richesse, publique ou privée, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que l'entreprise algérienne est une entreprise économique, mais aussi sociale et sociétale. Et ça, je pense qu'au niveau du CREA, nous donnons une importance particulière à ce volet. Nous donnons une importance très, très grande à la relation des entreprises avec les universités. Et il faut saluer les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur qui a mis ces dernières années un cadre qui puisse permettre les échanges et même la facturation des universités. Je discutais avec un chef d'institut qui a créé une filiale. Donc pour facturer, pour discuter avec les entreprises, pour faire de la formation aux entreprises. Il y a des doctorants il y a un décret qui va sortir ces jours-ci où les doctorats pourront être faits en entreprise. Donc c'est toute cette chaîne vertueuse qui fait que notre croissance est ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'espère réellement que nous tirerons les moissons de ce qui a été semé ces dernières années dans les quelques années à venir aussi. Parce que souvent, M. Kérard, la relation entreprise-université était rompue. Et il faut le noter, ça c'est aussi à mettre à l'actif du président Tebboune, c'est qu'on a rétabli cette relation entre les centres de recherche, parce qu'il y a des centres de recherche en Algérie qui sont excellents, mais qui sont pleins. On n'y a pas de contact, par exemple, dans le secteur agroalimentaire ou du médicament, qui est un secteur qui est basé sur la recherche. Il y a aujourd'hui quand même des liens qui permettent aux étudiants de venir dans les entreprises, et également aux entreprises de venir chercher des cadres de demain. Les diplômés certains sont pris par d'autres pays. Là, c'est la stratégie de l'État. Ils veulent étudier à l'étranger, mais on les empêche d'une certaine manière de revenir à leur pays. Voilà une belle occasion pour nos étudiants, pour nos diplômés ingénieurs, surtout les ingénieurs, de travailler dans des entreprises. Il y a plus que ça. Peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a eu la création du CNRST, du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, je pense il y a 2 ou 3 ans. Les entreprises publiques et privées sont à l'intérieur. Nous avons au CREA fait 40 propositions dans le cadre justement au CNRST, dans le cadre de l'encouragement de l'innovation. Je suis dans le conseil d'administration et dans le conseil d'administration d'une agence de recherche thématique, entreprise privée. Et je pense modestement que je leur apporte beaucoup de choses, en tout cas toute entreprise
Parce qu'il y a l'œil, disons, du chef d'entreprise, l'œil économique, qui va être concilié avec les capacités scientifiques qu'ils ont, et c'est quelque chose qui donne des résultats. Il y a les projets de recherche. Aujourd'hui, les instituts et les universités prennent leurs projets de recherche en fonction des besoins des entreprises. Des besoins du marché aussi. Ce n'est pas un projet de recherche qui vient être proposé pour une entreprise qui n'en a pas besoin. C'est ce qu'on appelle libérer les énergies pour innover et avancer. Et aujourd'hui, la production nationale et tous ces acquis sont les fleurons de notre économie. Exactement. Très bien, merci Monsieur Carrar d'avoir été avec nous. Merci, on revient dans quelques instants. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois dans Hebdo Show. On poursuit notre émission et notre débat autour de l'économie donc et de la production nationale. Monsieur Carrar, merci de rester avec nous donc pour cette partie. On va parler maintenant de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que l'Algérie a aujourd'hui le potentiel, de gros potentiel en Afrique et notamment dans le sud global? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes au haut de l'échiquier loco-régional, autant en Afrique que dans la région MENA. L'Algérie, d'abord, nos atouts, c'est qu'on est un marché qui est important. Ce marché est adossé à un système de sécurité sociale universel performant que beaucoup nous envient. Je pense qu'il faut toujours le rappeler. Et c'est le secret justement de cette croissance de l'industrie pharmaceutique, bien sûr, qui a été allié à un encouragement des investissements dans ce secteur. Nous avons plus de 200 unités de production de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire de médicaments, mais aussi de dispositifs médicaux, de produits, disons, de protection, comme les gants, les masques, qui ont été d'un grand secours lors de la pandémie. Il faut savoir qu'il y a 4 pays en Afrique qui ont plus de 50 unités. Il y a l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Donc c'est pour vous dire qu'on est assez haut sur ça. Nous sommes le pays en Afrique et dans la région MENA, avec les 70% de couverture de nos besoins par la production locale, nous sommes les premiers à pouvoir couvrir la majorité de nos besoins par rapport à la production locale, alors que des pays comme l'Égypte, qui ont une industrie pharmaceutique ancienne des années 50, ne sont qu'à 56 ou 57%. Et M. Carrar, on pense également à la production de médicaments génériques pour soigner justement les maladies curables. Oui, nous fabriquons en Algérie des médicaments génériques, mais aussi la bonne nouvelle, c'est que nous fabriquons des princeps, c'est-à-dire des multinationales, soit elles ont investi en Algérie, soit elles confient la production de leurs produits à des entreprises algériennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises sont à un niveau de qualité qui est international, qu'ils ont des standards de qualité qui sont importants. Rien qu'en milieu officinal, nous produisons quelques 800 millions de boîtes, 860 millions de boîtes annuellement en officine. Et bien sûr, les quelques aires thérapeutiques que nous ne couvrons pas encore à 100% vont l'être dans les prochaines années. Plusieurs unités de fabrication de produits d'oncologie, les anticancéreux sont développés et fabriqués en Algérie. Je vous donne un exemple. L'aire cardiovasculaire, dans les médicaments de l'hypertension et cardiovasculaire, l'Algérie couvre 98% de ses besoins. Très bien. Donc, Monsieur Carrar, à un moment donné, c'est vrai, vous avez soutenu cette idée parce qu'on parle beaucoup de souveraineté, Nouhad. La souveraineté, c'est aussi la molécule, c'est aussi le médicament, parce que c'est un immense marché dans le monde. Après le marché de l'armement et le marché de la drogue, il y a aussi le marché des médicaments. Et par le passé, Mahdi parlait de la SABA, par le passé, il y avait aussi un lobby de ce qu'on appelle le lobby de l'importation qui a écrasé la production nationale et qui a empêché une entreprise publique comme Saïdal d'évoluer. Même des entreprises privées, vous vous rappelez, M. Carrar, ont eu énormément de problèmes. Et aujourd'hui, on voit que la donne aussi a changé à ce niveau-là. La perspective, peut-être, c'est d'aller aussi vers d'autres marchés. Maintenant, si on couvre, comme par exemple pour les produits DHTA, donc l'hypertension, on couvre une bonne partie, on peut aussi penser
aller vers d'autres marchés. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de grandes multinationales qui ont partagé le monde entre plusieurs zones. L'industrie pharmaceutique algérienne, maintenant qu'elle se développe, elle peut avoir des perspectives aussi de développement dans notre région, en Méditerranée, en Afrique, dans le Moyen-Orient, etc. Non, avec les 200 unités de fabrication qu'on a, ce n'est pas une alternative. C'est une obligation d'aller à l'exportation. Ouais. Aujourd'hui, les niveaux de qualité requis sont là. Nous avons eu une première phase où il fallait s'occuper du marché interne, de l'alimenter. C'est ce qui a été fait. Maintenant, les entreprises algériennes se retournent, elles commencent déjà à exporter, mais des exportations vont être de plus en plus importantes les prochaines années. Le médicament est assez spécial parce qu'il faut enregistrer votre produit. Dans certains pays, il faut enregistrer votre usine. Et là où on a besoin aussi du coup de pouce de notre État, c'est qu'avec certains pays, il y a des accords. Je vais vous donner l'exemple de la Tunisie, qui a signé des accords avec la Libye pour qu'il y ait des enregistrements réciproques. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistré en Tunisie est automatiquement enregistré en Libye. Et donc nous souhaiterions aussi qu'il y ait des enregistrements réciproques avec certains pays pour nous ouvrir des marchés. La deuxième chose, c'est que l'Algérie aide beaucoup les pays d'Afrique, plusieurs pays d'Afrique. Ces aides aussi pourraient être vues sous la forme de dons de produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie, ce qui ouvrirait aussi la voie à l'enregistrement et à un marché nouveau. Oui. Très bien. Monsieur Kerrar, une question sur les mécanismes. Existe-t-il aujourd'hui des mécanismes entre la recherche et l'industrie justement pour le développement du secteur du médicament? Je vous dis, le cadre juridique est pratiquement bouclé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'échange entre l'université et l'entreprise. Il y a seulement le décret sur les doctorants qui va sortir. Aujourd'hui, si vous voulez, ça a commencé, ce n'est pas suffisant, mais les échanges ont commencé. Disons, certaines universités voient l'entreprise, les chercheurs voient l'entreprise avec un œil, disons, craintif, de peur de voler des idées, tout ça. Donc il y a tout un travail pédagogique qu'on est en train de faire au CREA justement pour sécuriser, pour former à l'enregistrement à l'INAPI, qui sécurise justement les chercheurs. Comme je vous l'ai dit, plusieurs accords ont été signés. Je sais que par exemple dans le pharma, nous avons avec l'université Houari Boumediene créé un master pour les besoins de l'industrie pharmaceutique. Et le programme de ce master, nous l'avons fait avec eux. Avec le ministère de la formation, nous avons créé aussi une formation pour les opérateurs sur machine, pour l'industrie pharmaceutique. C'est des métiers qui sont nouveaux. Très bien. J'ai fait un bond qualitatif en termes de production d'insuline et à exporter aussi vers l'Arabie Saoudite, en l'occurrence, vers des pays africains. Et je pense que l'on peut se satisfaire aussi de ce saut qualitatif, de cette amélioration, de cette multiplication de partenariats avec des pays. Il y a eu en mai dernier la foire des produits algériens à Nouakchott en Mauritanie, et c'est vrai que les pays africains sont aussi très friands en termes de production médicale et pharmaceutique d'Algérie. Non, on peut être content, mais il ne faut pas se satisfaire. Il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'on a les moyens, on a plusieurs filières. Vous savez, on est organisé en filières. Et quand on est organisé en filière, vous discutez avec les chefs de filière, les entreprises, elles connaissent très bien le marché international, elles connaissent les enjeux technologiques, elles connaissent les goulots d'étranglement chez nous, elles connaissent les solutions. Et c'est là la richesse que nous tirons, c'est la richesse de nos propositions et tirée justement de cette connaissance des filières et des propositions concrètes qu'on peut poser sur la table pour les autorités. Mais alors concrètement, quel est le rôle que pourrait jouer la diaspora? Je commence par une question, mais depuis un certain nombre d'années, on assiste vraiment à un engouement pour l'Algérie. Et donc un certain nombre d'organisations associatives se sont créées en France pour le développement et pour le marché algérien. Et depuis un certain nombre de temps, on voit aussi
s'élargir à des groupements africains. On parle de structurer la diaspora africaine et non pas simplement algérienne. Aujourd'hui, quels sont vraiment les leviers qui sont utilisés et comment ça s'articule entre des organisations comme la vôtre, le CREA, et des organisations à l'extérieur du pays? On a commencé par lier des relations avec l'association Diaspora, Diaspora algérienne. Et en fait, il n'y a pas de secret, c'est une question de réseau. Il faut créer les réseaux. Et les réseaux, ce n'est pas la peine de donner des exemples, mais tous ceux qui ont réussi se sont appuyés sur les réseaux. Ces réseaux, leur mode de fonctionnement est connu. Ça se fait par ville, par pays, par région. Et donc, c'est en train d'être fait. Et nous allons, Inch'Allah, arriver avec Diaspora au fait que vous appuyez sur un bouton, vous avez besoin d'une expertise pointue dans tel domaine, vous appuyez sur un bouton, vous avez 2-3 noms d'Algériens qui ont soit des entreprises, soit dans des universités, des centres de recherche. Et c'est quelque chose qui est en train d'être fait, mais qui va demander du temps. Les Algériens, la majorité, ont été déçus par les expériences du passé. Et à chaque fois qu'on les approche, il y a le passé qui revient, on les rassure, on leur fait comprendre que les choses ont changé et ils sont en train de percevoir le changement. Mahdi, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il faut rassurer ces Algériens qui ont peut-être un doute. Et il est important aujourd'hui aussi de rappeler que le président de la République insiste pour que cette communauté nationale établie à l'étranger fasse de son mieux. Elle aussi, elle est appelée à investir, elle est appelée à participer au développement de l'économie algérienne. Écoutez, M. Kadal, tout à l'heure, a dit un chiffre très important, 6,9%, c'est la croissance actuelle algérienne. 3,9%, pardon, alors qu'en Europe, où justement une grande partie de notre communauté nationale à l'étranger est établie, elle oscille entre 0,9 et 1,4, ça dépend des pays en Europe. Donc on est à plus de 3 fois on multiplie par 3 la croissance. Voilà. Donc là, c'est juste impressionnant. L'Afrique est un continent en devenir, est un continent en plein essor, alors que c'est, entre guillemets, l'Europe, on appelle ça maintenant la vieille Europe, l'Europe qui s'essouffle. L'industrialisation qui est faite à vitesse grand V se passe ici, se passe dans notre pays et aussi en Afrique. Et c'est là où on doit investir. L'Afrique est un continent d'avenir. Et c'est ça qui est important. Et c'est le message qui est prôné par nos institutions et par notre président. C'est à la communauté nationale en Algérie, revenez, l'Algérie a besoin de tous ses enfants pour continuer à développer notre pays et notre économie. Maintenant, moi je suis très trumpiste dans les idées économiques et le Make America Great Again qu'on a modifié en mettant Make Algeria Great Again, ça veut dire rendre sa grandeur à l'Algérie, c'est ça la définition. Moi quand je vois qu'on a une autosuffisance, et vous m'arrêtez monsieur le vice-président du CREA, quand je vois qu'on a une autosuffisance alimentaire, énergétique, sécuritaire, financière, agricole et que maintenant, avec monsieur Gara qui peut nous le dire, on commence à avoir une autosuffisance pharmaceutique et médicamenteuse, excusez-moi, l'avenir, il est ici. Bien sûr. On peut partir que de ce principe-là. Un pays qui est souverain dans tous ces domaines ne peut pas avoir en quelque sorte de bâton dans les roues. On ne peut que continuer à avancer, que continuer à se développer. Moi, j'ai une question pour monsieur le vice-président, c'est d'après vous, qu'est-ce qu'on doit encore faire pour accélérer le processus? Parce qu'on a vu juste avant, avec nos invités de la wilaya d'Alger, qu'il y avait un développement massif du bâti, qu'il y avait un développement massif du renouvellement géographique et de la vie des Algérois, des Algériens, parce que le président veut que ça soit fait sur tout le territoire national. D'après votre analyse, qu'est-ce qu'on doit faire encore sur le plan de vue industriel pour accroître ce développement? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avenir est ici parce que le potentiel aussi est ici. On a un énorme potentiel. Ce matin, j'étais à une réunion du CNRST où il y a un Algérien de la Silicon Valley qui est venu faire une présentation. Vous savez, l'énergie algérienne, le potentiel énergétique algérien, avec tout ce que consomme un cloud, tous les serveurs, Google, Amazon, toutes ces entreprises,
veulent investiront massivement parce que l'énergie est ici et parce que ils vont tirer leur croissance justement de ce potentiel énergétique algérien. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas au CREA, nous n'aimons pas les autosatisfaits. Nous sommes toujours là à chercher le mieux pour notre pays et pour notre croissance. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. Les réformes engagées par M. le Président de la République seront poursuivies selon son programme dans le deuxième quinquennat. Nous avons besoin, la rapidité de notre croissance va dépendre de la rapidité de la levée des obstacles bureaucratiques qui persistent encore. Et ça, le président de la République en parle à chaque fois. Oui, il a très bien dit. Et il le combat également. Exactement, parce que ce que nous ressentons comme chef d'entreprise, c'est que les intentions sont bonnes, les décisions qui arrivent d'en haut sont bonnes, et parfois, il y a des grincements qui se font dans l'exécution, justement, entre les étages, dans l'exécution de ces décisions. Tout au moins au CREA, nous sommes sur le terrain, comme je vous l'ai dit, organisés en filière, et à chaque fois que des problèmes sont rencontrés par des filières, nous les remontons et nous essayons d'apporter des propositions. Justement, le président de la République a ordonné également la facilitation dans l'acquisition du foncier industriel, M. Kerrer. Il a parlé aussi du guichet unique aussi. Oui. Il y a aussi une chose très importante, c'est je suis une personne qui habite sur les deux rives et je vois l'évolution des mentalités par rapport à la communauté nationale à l'étranger qui revient en force réinvestir en Algérie. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de ces appréhensions, mais mon entourage proche, ou même pas très proche, me dit en masse qu'ils veulent investir réellement et réémigrer en quelque sorte en Algérie dans leur pays d'origine, c'est-à-dire se réinstaller dans leur pays d'origine. Ça, est-ce que vous avez des facilités? Parce que je sais que le président de la République, c'est un axe sur lequel il veut absolument investir, ça veut dire rapatrier en quelque sorte les Algériens de partout dans le monde pour développer leur pays. Est-ce que vous, au CREA, vous avez aussi cet aspect-là pour qu'on puisse travailler? À chaque fois qu'on voyage dans le cadre, bien sûr, du CREA à l'étranger, notamment en France, en Italie, enfin partout, en Russie, nous avons toujours des Algériens qui souhaitent ramener du capital et de l'expertise dans leur pays. Et de la connaissance. Et de la connaissance. Vous avez parlé du foncier, et ça, c'est ce qui est dommageable. C'est qu'on parle de foncier dans un pays aussi immense que l'Algérie. Monsieur Kerrer, moi je voulais juste aborder un point très important, c'est celui, le maillon qui peut jouer aussi un rôle très important dans l'épanouissement de l'économie, c'est les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger qui peuvent elles-mêmes faire un travail de prospection et de trouver de potentiels partenaires et qui peuvent apporter une technologie ou l'échange de connaissances pour les différents secteurs d'activité. Moi, je peux vous rassurer, ces dernières années, enfin, dans le cadre de mon entreprise, à chaque fois qu'on a ciblé un pays, qu'on rentre en contact avec la section économique, réellement, il y a déjà une disposition qui n'existait pas avant, on arrive à obtenir des chiffres. Et vous savez que pour exporter, il y a déjà, disons, des chiffres de votre secteur, de votre filière, et on arrive à avoir des orientations, des rendez-vous avec des administrations. Donc, c'est quelque chose qui probablement est à parfaire, parce que probablement ce n'est pas tous les pays qui fonctionnent comme ça, mais dans quelques pays africains, et ça c'est mon expérience personnelle, on trouve vraiment une disposition d'aide et une disposition de pousser. C'est nos VRP, on m'a même accompagné voir un directeur de la pharmacie dans un pays africain. Parce que juste sur le foncier, qu'est-ce que vous disiez sur le foncier, excusez-nous? Non, ça c'est vous voyez, le résultat de la non-gouvernance, c'est même pas de la mauvaise gouvernance, c'est un pays aussi immense que l'Algérie, on parle encore de disponibilité de foncier. Bon, c'est un héritage qu'il faut, industriel. C'est un héritage avec lequel il faut travailler avec, mais ce qui est intéressant,
c'est que notre président a participé donc aux réunions pour parler du foncier industriel et des décisions ont été prises de dégager justement beaucoup d'assiettes, soit qui étaient inoccupées, soit qui étaient données d'une manière, disons, illicite. Pas illicite. Illicite. Voilà. On se dit les choses. Illicite. Il allait dire De pas façon opaque. Ouais. Et le président a repris ça justement pour les donner à des entrepreneurs qui en valaient la peine. Et même il y a des pays, vous savez, pour des terres agricoles qui ne sont pas utilisées. Il y a des dispositions réglementaires dans certains pays. Vous avez une terre que vous ne travaillez pas, l'autorité locale, elle va la louer. Elle va vous donner le fruit de votre location, mais elle a le droit de la louer à votre place. Parce qu'il y a des endroits, M. Carral, il y a des zones industrielles, d'ailleurs ça a été évoqué, parce que j'ai été dans la rencontre sur le foncier industriel. Il y a beaucoup de zones industrielles en Algérie, vous les connaissez. À moitié, ils ne fonctionnent pas. Par exemple, le cas de Blida, par exemple, le cas de Constantine et d'autres zones industrielles. On a construit, on a réservé des espaces. Parfois, il y a des constructions qui ne sont pas occupées. Oui. Parfois, des usines, vous avez évoqué la question de la bureaucratie, n'arrivent pas à ouvrir parce qu'il n'a pas eu un papier de la direction de l'environnement ou la direction du commerce, etc. Est-ce que ces obstacles, parce que vous l'avez évoqué, ils persistent et il y a toujours une lutte, justement, d'où la nécessité de, comme l'a appelé le président, à vous-même, je pense au niveau de votre stand, il a évoqué la question d'avoir un guichet unique. Parce que souvent, un investisseur, il doit courir en plusieurs administrations pour avoir son projet. Est-ce que tous ces obstacles, il est possible de les éliminer rapidement, peut-être convaincre certaines administrations que l'économie, c'est quand même important, qu'un industriel qui vient dans cette zone, il va créer des postes d'emploi, il va créer des richesses, il va faire beaucoup de choses et l'Algérie, vous l'avez évoqué, et le vaste, il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent travailler. Est-ce que tout cela va disparaître avec le temps? Vous savez, le fait d'avoir un seul interlocuteur, le guichet unique, déjà, c'est vous divisez le nombre de problèmes par 10. Parce que vous avez un seul interlocuteur. Exact, c'est vrai. Réellement, les gens qui sont à l'API pour nous être réunis avec eux à plusieurs reprises, c'est des jeunes qui sont très dynamiques, qui ont la volonté, qui peut-être devraient avoir plus de moyens pour bien travailler et qui sont appelés aussi. N'oublions pas qu'on est dans une phase où c'est les nationaux qui en majorité investissent, mais dans quelques années, les étrangers vont commencer à venir. Parce qu'il y a une croissance à partager. Ils ne vont pas venir pour nos beaux yeux, mais ils vont venir parce qu'ils peuvent tirer une croissance de leur entreprise, ils peuvent tirer des dividendes à travers leur activité en Algérie. Et donc, c'est en perspective de tout cela qu'il faut s'organiser et qu'il faut se préparer. Et réellement, les obstacles persistent. Je vais pas... Ceux qui m'écoutent aujourd'hui savent que les obstacles persistent. Les chefs d'entreprise se plaignent parfois de certaines difficultés, mais la vérité est là. C'est-à-dire le chef d'entreprise aussi, aujourd'hui, l'État lui réserve un marché pour lui. Il y a un marché. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire et toutes les croissances des entreprises ces dernières années ont été faites grâce à cette décision salutaire, encore une fois. Et à laquelle nous devons tous être fiers parce que cette décision de réguler le marché au profit de la production locale, elle a créé des milliers d'emplois, elle a aidé des entreprises à croître, tous les verrous, les permis de construire et tout ça ont créé, c'est des milliers d'emplois qui ont été créés parce que des décisions ont été prises. La zone Blida, Monsieur le Président, qui est bloquée depuis 20 ans à cause d'une canalisation de gaz ou enfin une histoire comme ça, il y a plus de 20 ou 25 entreprises qui ont été libérées avec toutes les centaines d'économies réalisées. Le secteur du médicament, par exemple. Je pense qu'au mois d'avril, on va organiser une rencontre des fournisseurs de l'industrie pharmaceutique. Vous prenez le secteur du médicament, on parle d'industrie qui couvre 70% des besoins. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étuis ni de notices qui sont importés. Pratiquement, les pièces détachées, ils sont faits chez les tourneurs. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui entoure. Il y a des fabricants de flacons, il y a des fabricants de tubes qui sont en train de naître.
Vous voyez toute la, si vous voulez... Les emplois indirects. Voilà, tous exactement. Tous les emplois indirects, circulaire. tout l'écosystème qui est en train d'être créé, des prix qui ont baissé, des caisses de sécurité sociale qui ont profité de ces baisses de prix au moment même où elles étaient sollicitées pour d'autres prestations par les fournisseurs, les adhérents. Et donc, c'est toute cette chaîne vertueuse qui fait l'impact même sur la santé publique, l'impact sur rassurer les patients parce qu'il y a une industrie locale. Donc, quand on développe une industrie, on développe tout un environnement autour de cette industrie. Mais ça, M. Keller, ça c'est dû aux instructions du président de la République qui insiste pour déréglementer avec zéro bureaucratie. Il sait que le mal profond actuel, c'est la bureaucratie à outrance. Exactement. Et pour lever tous les obstacles pour l'investissement, il faut que l'entrepreneur, quel qu'il soit, et peu importe dans le domaine dans lequel il travaille, il faut qu'il ait une aide bureaucratique exceptionnelle pour avancer rapidement, pour investir. Puisque comme vous l'avez dit, plus que son investissement à lui et ses emplois directs, ça crée toute une chaîne d'emplois créés, ça aussi crée des emplois indirects qui sont des fois plus importants même que la confection de Mais il faut rester aussi raisonnable, c'est-à-dire quand on est resté ankylosé pendant plusieurs décades. Exactement. Machi Khatem Sidna Suleiman, c'est pas en un jour que le changement va s'opérer. C'est sur un moyen, un moyen terme qu'on peut développer justement ce règlement en quelque sorte des institutions où on peut aller beaucoup plus vite avec le temps sur l'évolution de l'économie algérienne et l'économie locale algérienne. Samira Aidi, très rapidement, en moins d'une minute, ça sera une réponse flash si on veut. Samira Aidi, il est important de rappeler aujourd'hui le rôle de la diplomatie économique dans l'accompagnement des exportations à la lumière notamment de la dernière tournée de notre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en Afrique par exemple. Oui, tout à fait. La diplomatie dans ce cas-là, permet aussi de trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés et de permettre aux entreprises algériennes d'avoir un accompagnement aussi sur le terrain. Parce que le terrain, par exemple en Afrique, nos entreprises n'ont pas peut-être certains points comme la législation, etc. Or, la diplomatie permet de préparer le terrain, d'accompagner nos entreprises et de faciliter les futurs partenariats et aussi... Et les partenariats déjà existants avec les pays avec lesquels... Et le développement de cette économie qui est en train de connaître un boom exceptionnel. Très bien, merci Samir Aidi. Wahid Karar, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil du renouveau économique algérien et directeur général de Biofarm. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir. Merci mille fois. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Hebdo Show se poursuit pour donc le débat, mais avant de passer au débat, bonsoir Nariman Zeka. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci donc de nous avoir rejoints autour de la table. Alors mesdames et messieurs, je voulais juste mettre l'accent sur un petit point. Donc on le rappelle aussi à nos téléspectateurs. En première partie, nous avons évoqué la modernisation de notre belle capitale. Nous avons également parlé du Made in Algeria et de la foire, la 32e édition de la foire de la production algérienne. Finalement, ce qu'on peut retenir tout le monde, c'est que l'Algérie nouvelle est prometteuse et que ceux qui veulent la déstabiliser doivent revoir leur copie, Faisal. Oui, effectivement, parce que, évidemment, lorsqu'un pays est en train d'émerger, parce que la volonté et l'ambition de l'Algérie, de l'État algérien, est de devenir une puissance émergente et après devenir aussi une grande économie en Afrique et la zone arabe et moyen-orientale, maghrébine. Évidemment, ça agace beaucoup d'intérêts parce qu'il y a beaucoup d'intérêts occidentaux qui ont compris que l'Afrique est un marché éternel pour leurs produits et parfois c'est de la quincaillerie, même pas des produits de qualité. Et aussi pour les zones d'influence, ils pensent que l'Afrique c'est anciennement colonisé, donc ils vont y rester sous d'autres formes. L'Algérie est un pays qui est maintenant très présent sur le plan diplomatique. La représentation algérienne à l'ONU est en train de faire un excellent travail en défendant le droit
du peuple palestinien, le droit du peuple sahraoui, mais également des déclarations très importantes, comme M. Benjamin qui a parlé des dangers de l'intelligence artificielle militaire. Ça veut dire que nous avons une diplomatie qui suit un peu ce qui se passe dans le monde. Évidemment, ça agace cette diplomatie forte, cette économie qui revient, cette souveraineté, cette volonté d'aller vers la souveraineté alimentaire, souveraineté technologique, souveraineté militaire, aussi ces relations très équilibrées avec beaucoup de puissance. Certains pensent que ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui se passe, la Syrie, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? On a détruit l'État syrien, on est en train de détruire l'État syrien. Certains rêvent d'arriver à ça parce que souvent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde arabe, on pensera à l'Algérie, malheureusement. Malheureusement, il y a eu un excellent slogan qui s'appelle Anam Abladi ou Anam Abladi, je suis avec mon pays, je le dis en toute fierté. J'ai vu des Algériens sur les réseaux sociaux qui sont parmi nous et qui sont agacés aussi par ce slogan. Je me pose la question, pour quelle raison? Pourquoi? Est-ce qu'il faut dire un autre bladi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, donc c'est vraiment étonnant de voir, certains bien sûr sont établis à l'étranger, mais disons que l'Algérie sur la bonne voie, sur le bon chemin, avec tout le soutien de la population algérienne, aux dirigeants actuels qui vont continuer malgré les adversités, parce que les adversités on les a eues par le passé, y compris par les anciens colonisateurs. Écoutez, moi ça m'a fait doucement rire, le hashtag Anima-Bledi, j'en ai fait même une petite vidéo et ça a beaucoup fait jaser, on va dire. J'aime bien faire jaser. Ça a bien marché, hein. Ouais, ça a bien marché, alhamdoulilah. Bah, quand tu dis la vérité, généralement ça marche assez bien. Dans l'Algérie nouvelle, personne. Dans l'Algérie nouvelle, Jazaï Jadida, personne, aucune Algérienne, ou aucun Algérien ne sera laissé de côté. Les 58 wilayas, et le président l'a dit à bien des reprises, les 58 wilayas sont concernés et seront concernés par le renouveau algérien. L'Algérie est grande, l'Algérie est singulière, l'Algérie est souveraine, l'Algérie n'est sous aucun diktat étranger, je dis bien le mot diktat. Ceux qui ont un minimum d'intelligence comprendront ce que je suis en train de dire. L'Algérie ne doit rien à personne. On est un pays qui est indépendant et souverain sur bien des domaines, qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient même médicaux. Donc on peut vivre le plus normalement du monde tranquillement. Entre nous, j'ai dit un mot qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux, c'est hna fi hna. Si on a quelque chose à dire, on lave le linge sale en famille. Et toutes les Algériennes et tous les Algériens, nous sommes membres de la même famille. C'est très important. Nous avons tous un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un grand-père, une grand-mère qui sont concernés par la glorieuse révolution. Il y a eu plus de 5,5 millions de chouhada de 1830 à 1962 pour l'indépendance de notre Algérie. L'Algérie a des femmes et des hommes qui seront toujours à ses côtés, qui seront toujours derrière elle. Nous sommes un grand pays émergent, et je dis bien émergent, pas en développement. Nous ne sommes pas un pays en développement, nous sommes un pays émergent. Les mots ont un sens et nous continuerons à l'être, même si ça fait pleurer certains, on s'en fiche, parce que nous, on s'occupe que de nous, hna fi hna, et nous, comme l'a si bien dit un illustre homme algérien, nous n'irons pas à Canossa. Merci, nous n'irons pas à Canossa, exactement. Voilà, donc ça, c'est dit. On passe tout de suite à votre partie, Nariman. Et donc, ce soir, vous allez nous faire des prédictions sur les crypto-monnaies. Vous allez aussi nous parler d'Algérie dans votre partie. Exactement. Alors, avec ma petite boule de cristal, j'ai tenté de faire quelques prédictions et je me suis posé la question... Est-ce que 2025 sera l'année des crypto-monnaies? Eh bien, tout porte à croire que oui. Et je vais tenter de vous l'expliquer, bon, sans rentrer dans le micmac de l'univers des crypto-monnaies, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, et surtout, on n'a pas le temps. Mais je vais plutôt tenter de vous l'expliquer à l'échelle géopolitique. La raison principale, c'est l'investiture de Donald Trump qui aura lieu en janvier 2025 d'une part, et d'autre part, son rapprochement avec le propriétaire de Tesla, Elon Musk. Alors, faisons un petit bond dans le passé. Il y a quelques années, les déclarations d'Elon Musk sur le Bitcoin ou le Dogecoin qui avaient eu un impact significatif sur leur cours. Et c'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. C'est presque un effet magique. Après chaque propos que Donald Trump a, allant dans le sens de l'écosystème des cryptos, les investisseurs s'emballent et leur valeur
augmente d'entrée. Et ça se passe très très rapidement. Alors pour son second mandat, le président américain a choisi de miser à fond sur les crypto-monnaies et il a même indiqué vouloir faire de grandes choses avec les crypto-monnaies. Il y a quelques jours, une déclaration qui avait, à titre d'exemple, fait exploser le Bitcoin. Et pourtant, il n'était pas si enthousiaste que ça. Souvenez-vous, lors de son premier mandat, Donald Trump avait qualifié les crypto-monnaies d'escroquerie. Aujourd'hui, c'était un changement radical. Cette année, il a retourné sa veste, on peut le dire. Il avait même clamé pendant sa campagne, qui est en particulier et en partie financée par le secteur, son intention de faire du pays la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Bon, je vais m'arrêter une seconde sur ce point-là. Est-ce que ça vous parle, les Bitcoins? Vous y croyez? Oui, ça parle, on en a entendu parler. Parce que ça permet de s'affranchir des banques, des institutions, ça donne plus de liberté, ça peut peur de certains, ils deviennent riches. Je suis assez sceptique, c'est pas rassurant. Elle préfère le cas. Oui, je préfère le cas parce que j'ai très peur de l'escroquerie. Même pas de chèque. Non, mais en plus de l'escroquerie, il faut se dire que même si on sait que cette monnaie a connu une augmentation de 160%, mais ça reste une monnaie avec la blockchain qui est un petit peu étrange, on ne sait pas qui est vraiment derrière, et puis ça peut aussi financer tout ce qui est cette économie noire et ce dark, qui est par exemple le terrorisme, le banditisme, etc. Donc moi je mettrais un peu de quelques pincettes. Eh ben, Samuel, Donald Trump n'est pas du tout de votre avis. Lui, il y croit dur comme fer. Il a même annoncé nommer le riche homme d'affaires David Sacks, un proche d'Elon Musk, à un nouveau poste de conseiller en intelligence artificielle et en crypto-monnaie. C'est un poste qui a été exclusivement créé cette année parce que Donald Trump a décidé de faire le boom des crypto-monnaies. Et c'est une annonce qui est aussi survenue au lendemain du record de 100 000 $ enregistré par le Bitcoin, dont Trump s'est bien sûr attribué le mérite. Et bon, il y a un mais quand même, parce que sinon c'est trop beau pour être vrai. Selon les experts, cette monnaie reste beaucoup trop facilement manipulable et ne pourra jamais être aussi fiable que la monnaie traditionnelle, surtout en prenant en compte le fait que n'importe qui ici sur cette table peut demain créer une crypto-monnaie, on appelle ça les meme coins, et peut la commercialiser et rouler n'importe qui dans la farine. Et on ne sait même pas qui a créé la crypto-monnaie d'ailleurs. C'est pour ça que parler de... Samy parlait d'opacité. Oui, il y a une certaine opacité, parce que c'est vrai que c'est un peu contrôlé dans certains États, notamment les États-Unis, le Japon. Il y a à peu près, je pense actuellement, près de 18 millions de personnes qui l'utilisent à travers le monde. C'est très peu par rapport à l'ambition qui était annoncée au départ, mais l'idée de la sécurité et de la cybercriminalité, elle existe. Elle est liée beaucoup à la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'il y a certains États qui sont en train d'imposer des règles beaucoup plus sévères pour qu'il y ait un réel contrôle, parce que c'est vraiment de la monnaie qui circule avec des personnes inconnues, anonymes. C'est difficile. Le piratage et la crainte, et majoritairement la crainte des gens. C'est aujourd'hui, on fait face quand même à des hackers dans le monde entier. Et donc, la banque, c'est quand même relativement plus rassurant. Et voilà, donc cette crypto-monnaie, on ne sait pas qui il y a derrière, et on sait qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux. Personnellement, moi, je reste sceptique. Mais c'est exactement ça le but des crypto-monnaies, le fait qu'elles ne puissent pas être contrôlées. Autre point négatif, c'est outre le fait que ce soit un outil d'investissement, les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées dans le blanchiment d'argent et même pour le financement d'activités illicites en tout genre, en particulier les activités terroristes à cause du fait qu'elles soient très difficiles à tracer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les crypto-monnaies, en plein boom actuellement, ont subi l'année dernière des fluctuations très négatives sur le marché. Je parle là du crash de la Silicon Valley, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. Effectivement. Et c'est ça le risque. Oui, c'est cette instabilité aussi. Exactement, c'est l'instabilité. Maintenant, le deuxième élément qui a travaillé sur le boom de ces crypto-monnaies cette année, enfin pour 2025, c'est bien sûr Elon Musk. Elon Musk qui ne laisse aucun secteur, alors on le connaît tous pour Tesla, on le connaît aussi pour sa reprise de Twitter qui est devenu X et qui est aujourd'hui un réseau social très puissant, et aussi on le connaît pour SpaceX.
Justement, on va parler de conquête de l'espace. Faisal, si je vous dis Tassili, Nadjer, les gorges du Roufi ou encore Djurdjura, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque donc des sites naturels algériens. Tassili Nadjer, il faut noter que c'est le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Et les gorges du Roufi, c'est entre Batna et Biskra, c'est une très très belle région à visiter. Et les Djurdjura, bien sûr, c'est les grandes montagnes de Kabylie. Donc c'est de très belles régions algériennes qui sont, il me semble, ils seront plus connus dans le monde grâce à Nalima Banou. Exactement. Figurez-vous, chers téléspectateurs, que c'est sur la planète Mars, il y a 3 zones qui ont pris le nom de ces 3 parcs nationaux algériens, et c'est grâce à un illustre scientifique et physicien algérien, le professeur Noureddin Melikchi, membre de la mission martienne de la NASA, qui a tenu à rendre hommage à son pays, l'Algérie, sur la planète rouge. On l'a contacté d'ailleurs tout à l'heure et il nous a expliqué d'où lui est venue son inspiration. On le regarde. Pourquoi je voulais donner des noms de parcs nationaux algériens à des parcelles qui sont sur Mars? La réponse est toute simple. C'est parce que sincèrement, je trouvais que c'était quelque chose, un symbole, un truc symbolique très très fort pour associer notre pays, l'Algérie, et par ses parcs nationaux, à une mission scientifique de cette envergure, et surtout aussi pour montrer qu'il y a à travers ces parcs nationaux, il y a une richesse culturelle, une richesse scientifique, une richesse qui est incroyable, que le monde entier devrait connaître et devrait au moins promouvoir, nous bien sûr en premier, et si vous voulez aussi bien les connaître, quoi. Donc voilà, je voulais aussi envoyer un message à tous les Algériens pour qu'ils s'intéressent à nos parcs nationaux. Ce sont des trésors, et les lier de manière éternelle à la science et surtout à une autre planète qui est Mars. Alors imaginez un peu, on est en 2050 ou 2055 et qu'il y a des missions sur Mars, des missions humaines sur Mars. Je ne sais pas si ça va arriver, mais imaginez qu'il y ait des missions humaines sur Mars, ou bien même que quelqu'un étudie la planète Mars, et en étudiant la planète Mars, il tombe sur une carte qui montre qu'il y a le Djurdjura, Tassili Nadjer et le Roufi. C'est vrai que lorsqu'on y pense vraiment, le haut plateau aride du Sahara avec ses formations rocheuses rappelle exactement les couleurs et les structures qu'on peut retrouver sur la planète rouge. Et c'est clairement une symbolique, une forte symbolique pour l'Algérie, Faisal. Absolument, et ça attire l'attention sur les aspects touristiques. Et on salue professeur Noureddin Melikchi, qui est une fierté aussi pour l'Algérie. Professeur Melikchi a été formé au lycée Abban al-Mdar al-Harrach. Il a étudié à Bab Zouar. Quelle fierté. Quelle fierté, avant de partir en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Et c'est Monsieur Mars à la NASA, parce que c'est Monsieur Mars à la NASA, ouais. J'ai eu l'honneur de le rencontrer une fois à Alger. Il m'a expliqué tout le travail qu'il fait, et c'est lui qui tout le travail, une grande partie du travail fait par la NASA, qui est l'agence américaine du spatial. C'est grâce aux travaux de M. Melikchi. Et c'est vraiment une grande chose, parce que j'ai vu, Nalimen, que beaucoup de médias étrangers, notamment médias américains, New York Times, médias japonais, européens, ils ont tous parlé de ça. Et ça a attiré l'attention sur c'est quoi Tassili Nadjer, c'est quoi ce parc national, quelles sont les richesses qui sont là-bas, Ilizi, Janet, etc. C'est quoi les montagnes du Djurdjura. Donc je pense que sur le plan touristique, c'est une excellente chance pour l'Algérie, et c'est grâce à ce travail de M. Melikchi. C'est énorme ce qu'a fait ce monsieur, c'est clair. Ces sites Fouad, ils ont une importance scientifique qui suscite des chercheurs et des anthropologues, des archéologues étrangers qui se sont intéressés en profondeur à leurs travaux, concernant leurs travaux de recherche. Et c'est une fierté bien sûr pour l'Algérie, pour éterniser notre patrimoine culturel et nos sites historiques. Il y a d'ailleurs un photographe d'Alimel, si vous permettez, il y a un photographe américain qui est venu et qui a pris des photos. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos avec un astronaute habillé en rouge.
les gens ont cru que c'était dans la place Mars, oui, alors que c'était tout simplement dans la Tasséline Najaf. Et ces poteaux ont fait le tour du monde. Tous les médias étrangers ont parlé de ces poteaux. Donc un coup de communication formidable aussi pour notre pays, et je pense que ça contribue davantage à renforcer le soft power algérien et à faire connaître aussi notre pays à l'étranger. Justement, le professeur Melikchi nous suit depuis Boston, et malgré les terribles conditions climatiques là-bas, il a quand même tenu à nous laisser un petit message. On le regarde. Je tiens aussi à remercier l'équipe d'Hebdo Show et aussi tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de m'avoir donné cette occasion d'échanger avec vous. L'Algérie regorge donc de compétences à l'intérieur du pays et partout dans le monde. On l'a vu, les Algériens brillent. Mahdi, peut-on dire selon vous que la communauté algérienne à l'étranger est un atout pour l'essor du pays ? Écoutez, la communauté nationale à l'étranger est une valeur sûre, et ce sont les ambassadrices et les ambassadeurs de l'Algérie à travers le monde. La communauté nationale à l'étranger est en train de s'organiser. Sur instruction du président de la République, il y a des moyens techniques et financiers qui sont donnés aux antennes consulaires et diplomatiques à travers le monde pour réunir, pour encourager à ce que la communauté nationale à l'étranger puisse développer son pays, peu importe où est-ce qu'elle est dans le monde. Le professeur Melikchi est encore, plus que peut-être bien d'autres, un ambassadeur iconique de l'Algérie à la NASA et à travers le monde. Des professeurs comme le professeur Melikchi, il y en a des centaines de milliers à travers la planète. Les Algériens, on est connus et reconnus un peu partout dans le monde. Des professeurs en médecine, des entrepreneurs, des cinéastes, des producteurs. Peu importe où vous allez, dans quel domaine vous allez, dans quel pays vous allez trouver des personnes d'origine algérienne qui ont réussi, à travers leur domaine de travail respectif, à donner une image rayonnante de l'Algérie. L'Algérie a enfanté que des valeureux enfants, et c'est encore une belle preuve. Le soft power, ça commence par ça. Le lobbying commence par ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là qui donneront une image encore bien meilleure de l'Algérie à travers le monde. Il y a aussi une chose qui est très importante à dire et à redire, c'est que lors du premier discours du président de la République en décembre 2019, il a axé ses dires sur l'importance de la communauté nationale à l'étranger. Il a dit que les Algériens à l'étranger sont des Algériens à part entière. Ce ne sont pas des moitiés d'Algériens ou des quarts d'Algériens. Ce sont des Algériennes et des Algériens à part entière. Et qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Algériens qui habitent sur le territoire national. La preuve étant, c'est qu'il a fait un programme qui a permis justement aux Algériens d'avoir une retraite en Algérie, de percevoir une retraite en Algérie, d'investir en Algérie, d'avoir des facilitations pour l'investissement dans leur pays natal, d'avoir une aide administrative pour pouvoir se réinstaller dans leur ville respective en Algérie, les billets d'avion et de bateaux à moindre coût, les avantages par rapport à ça, les déménagements avec le changement de résidence principale, la fameuse carte CCR dans les consulats qui est passée de 25 000 à 50 000 euros sans droit de douane sur présentation de ta carte de douane. Donc tu peux ramener pour 50 000 euros tout neuf de matériel de l'étranger si tu te réinstalles en Algérie sans frais de douane. C'est très important, ça a été doublé, le montant a été doublé. Tout ça, ce sont plein de petits... L'accès au logement socio-participatif, ça aussi, c'est un axe très important. L'accès au crédit bancaire pour aussi acheter une résidence principale en Algérie ou une résidence même secondaire en Algérie. Ça veut dire que le président de la République a mis les moyens techniques et financiers pour l'élaboration d'un retour au pays de la communauté nationale à l'étranger. Parce que le professeur Melikchi, comme je vous l'ai dit, il y en a des milliers, des centaines de milliers comme lui, qui ont redonné l'honneur à notre patrie. Et des gens comme ça, il faut les accueillir les bras ouverts. Et peut-être qu'il y aura d'autres personnes comme M. Melikchi qui nous permettront à nous, Algériens, d'aller dans l'espace, peut-être d'ici 2030, comme on a fait la prédiction. Nazim Sini qui était avec nous la semaine dernière lors de son événement Algérie 2030. Pourquoi pas? Il faut encourager la science, et je crois que le président de la République, dans ses discours, à chaque occasion, il réitère son engagement à développer davantage et à mettre tous les moyens
bien sûr, dans la science, le développement de la recherche scientifique qui est, je dirais, la colonne vertébrale de l'épanouissement d'un État. Oui, je pense que c'est une. Le professeur Melikchi, Mahdi parlait des chercheurs, des physiciens, astrophysiciens, mathématiciens, parce que le professeur Melikchi est un véritable génie de mathématiques et de physique. Ils existent à Silicon Valley, ils sont venus une fois en Algérie, pas certains. C'est une chance pour l'aérospatial algérien, parce que l'Algérie voit grand, elle développe son économie, sa diplomatie, elle renforce sa diplomatie, ses capacités militaires et scientifiques. Maintenant, on peut aussi aller. On a déjà des satellites qui sont dans l'espace, mais on peut faire plus. Parce qu'il y a des capacités, il y a aussi des scientifiques en Algérie qui sont d'un excellent niveau. Il y a une académie des sciences qui a besoin peut-être d'être un peu relancée pour un peu avancer dans ces domaines de recherche. Et donc, oui, les Algériens d'étrangers qui sont dans les universités, dans les sites de recherche, peuvent être d'un grand apport pour leur pays, qui veut aller donc vers l'espace comme les autres puissances, pourquoi pas, puisque les capacités existent. L'Algérie a accordé une grande importance à l'accompagnement de la recherche scientifique pour atteindre notamment les objectifs de souveraineté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et pour cela, il faut rappeler que l'Algérie a ouvert de nombreuses écoles de référence et des écoles, des universités très spécialisées, telles que l'école des mathématiques, des nanotechnologies. Et cela constitue finalement un pas supplémentaire vers l'excellence. Et ces Algériens de l'étranger, leur expertise peut permettre également, dans cette droite ligne finalement, d'apporter davantage d'expérience, de connaissances pour finalement les intérêts suprêmes de notre pays. D'autant plus que le 21e siècle, pour moi, sera celui de la souveraineté aussi numérique, mais aussi de la connaissance. Celui qui aura la connaissance aura pleinement et totalement sa souveraineté. Et les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, ont très rapidement compris cela. Et ils ont mis en place un plan stratégique pour développer ces filières universitaires et ces écoles. Et je suis persuadé que tous ensemble, par cette conjugaison de l'ensemble de ces efforts, nous pouvons aller très loin et beaucoup plus rapidement que prévu. Ouais, de l'Algérie qui insiste encore et toujours sur la nécessité de transférer les technologies. Tout à fait. Et on a des exemples, je vais en citer un. Vous avez un Algérien qui s'est installé ici et qui fabrique des ampoules LED. Il a monté une unité de fabrication sur Médéa. Et j'ai eu l'occasion de visiter cette usine et il fait un travail remarquable. Donc, quand on parle de transfert de technologie, c'est aussi ça. C'est des personnes qui arrivent, il a ses bureaux ici à Alger, une unité d'à peu près 80 personnes et avec des demandes qui explosent à l'exportation. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont des projets là-bas, qui veulent venir s'installer et effectivement, tout est fait. En tout cas, la volonté, on l'a bien senti. Ces dernières années, ça a été vraiment, c'est l'engouement. Tout le monde demande à venir et c'est une chance pour l'Algérie. Donc, l'apport des capitaux, l'apport du savoir-faire, voilà, c'est l'avenir pour le pays. Oui, parce que maintenant, les États développés, Mahdi parlait d'un État émergent. L'Algérie, oui, c'est un pays émergent, se calcule aussi par l'innovation. Nassima parlait d'innovation, par des brevets d'invention. Et le transfert de technologie est important parce que l'Algérie conditionne ces accords qu'elle signe avec les États par le transfert de technologie. Souvent, on a constaté que ce transfert ne se fait pas. Ne se fait pas, notamment avec certains pays européens qui préparent voir dans le marché algérien uniquement un grand marché et pas la possibilité de transférer. Et donc ce transfert était important. Et pourquoi pas ne pas renverser la vapeur. À un moment donné, ça sera les Algériens d'exporter leur technologie. D'où l'importance à donner aussi aux sciences et aux technologies et à la recherche. Exiger de la formation à tous les secteurs, dans tous les secteurs d'activité, en partenariat. Merci à tous d'avoir été là ce soir, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de nous rester fidèles. On arrive à la fin de cette émission. Rendez-vous samedi prochain.